Chers amis de TV Liberté, bonjour et bienvenue pour cette première édition de Perles de Culture de 2017. Et nous filons au cinéma tout de suite avec Louis, avec un premier film qui est le énième opus de la série Star Wars, j'ai nommé Rogue One, et vous allez nous en dire un mot. Tout à fait. Rogue One, donc, un peu à part dans la série, la fameuse saga Star Wars, dans la mesure où c'est plus un petit film qui vient s'intercaler et qui intervient juste avant le 4e épisode, qui prend pour objet la construction de l'étoile de la mort, le destructeur de planètes. Qui est en fait la bombe nucléaire. Voilà, on de va Star dire, Wars. Oppenheimer ne l'aurait pas Sauf que là, renié. c'est la planète entière. Tout à fait, voilà, la planète entière qui vole en éclats. Donc ce film, repose sur une petite dynamique, une petite histoire. L'ingénieur en charge des plans de l'étoile de la mort est retenu d'une certaine manière prisonnier pour mener à bien le projet. Et sa fille va s'échapper, s'évader. Finalement, tout ce petit film repose sur l'histoire de cette fille qui a finalement grandi sans son père et sans ses parents, puisqu'elle voit sa mère mourir sous ses yeux au tout début. Le film, en prétexte, repose sur l'histoire de cette jeune femme. Voilà, et donc on peut quand même dévoiler un petit peu plus du film, je me permets de le dire. Donc c'est un énième opus de la série Star Wars, qui a donc une vocation qui est certes d'occuper le temps entre 2 épisodes et donc permettre à Walt Disney, qui possède cette franchise, de gagner un peu plus d'argent sur vos économies, donc foncez-y pour enrichir ce groupe américain. Moi j'ai vu le film aussi, je dois dire que évidemment on se laisse assez facilement prendre par la chose, parce que c'est du marketing bien huilé et qui fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien. Néanmoins, alors attention, spoiler, si vous ne voulez pas entendre la fin du film, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Évidemment, on est un peu déçu parce que quand on n'est pas comme moi, un habitué de Star Wars, on essaye d'apprendre un petit peu les personnages. Et à la fin, tout le monde meurt. Et donc, il faudra au prochain opus apprendre à nouveau qui sont les futurs personnages. Donc évidemment, c'est assez déstabilisant. Et puis moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce côté Star Wars où il y a en fait l'Empire, qui est un peu l'Empire romain revisité, dont le grand méchant est quand même un lord. L'Empire nazi aussi, ou l'Empire nazi, Reich. avec sa bombe nucléaire. Mais il y a quand même un lord. On est dans un système féodal à l'anglaise. On sait d'ailleurs très très bien comment ça peut se cumuler avec un sénat d'un modèle impérial et des toges nazis. Mais enfin, c'est un mélange à l'américaine qui, ma foi, fonctionne plutôt bien. Néanmoins, bon, moi j'ai quand même un biais de pensée contre ce genre de film à saga où en fait il faut systématiquement aller voir l'opus suivant pour réussir. Tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Louis. Eh bien, oui. Et je trouve le phénomène un peu pénible. Le phénomène, je suis entièrement d'accord, et c'est malheureusement comme cela que ça fonctionne, c'est le showbiz. Cependant, le film, comme on l'a dit, il fonctionne bien, c'est bien huilé, mais tout de même, notons que les acteurs sont excellents, je les trouve vraiment très bons, ils sont convaincants, infiniment plus que le tout dernier Star Wars, donc qui était le 7e, qui était sorti donc l'année dernière, je crois, sous la houlette pourtant de J.J. Abrams, qui est un excellent réalisateur. Là, sous la houlette d'un réalisateur beaucoup plus quelconque qui avait fait, je crois, Godzilla, le dernier Godzilla. Eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Les acteurs sont bien plus convaincants. Ça marche bien. Ça fonctionne. On se laisse prendre. On se laisse prendre, et les effets spéciaux sont relativement fidèles au tout premier de la saga. Donc on revient à l'esprit du 4e, New Hope, ou de l'Empire contre-attaque. Et l'Empire contre-attaque était dans une tonalité très dramatique, très tragique même. On retrouve un petit peu cette tonalité avec cette mort finale. Navré pour le spoiler, oui. Mais effectivement des héros. Mais c'est finalement pas si mauvais parce que ça raccroche un peu les épisodes entre eux, donc le 3 au 4, on les raccroche ensemble. Et il y a surtout, c'est à noter pour les aficionados des anciennes sagas, les effets spéciaux sont absolument éblouissants du point de vue de la reprise des personnages, du visage des personnages. On a vraiment l'impression que on voit la princesse Leia
arrivait à la toute fin et on avait l'impression de voir Carrie Fisher quand elle était jeune, avant de devenir junkie et alcoolique. Et de mourir il y a peu, hélas, pour elle. Et aussi le seigneur Tarkan, pour ceux qui connaissent, et la ressemblance est absolument éblouissante, c'est bluffant. Alors, deuxième film qui, soyons tout à fait honnêtes, nous a tous les deux largement convaincus, et d'ailleurs l'affiche est derrière moi, derrière nous même, c'est en français, pour une fois, Premier Contact. Alors, Premier Contact, c'est l'histoire d'extraterrestres qui arrivent sur Terre dans des vaisseaux spatiaux. On voit les vaisseaux spatiaux sur l'affiche. Jusque-là, c'est un scénario à la Independence Day. Les méchants militaires commencent à envisager d'aller buter les méchants extraterrestres qui voudraient, évidemment, en arrivant chez nous, nous tuer dès qu'ils arrivent. Manque de chance, au bout d'un certain nombre de semaines, nous ne sommes toujours pas morts et les militaires n'ont toujours pas réussi à se décider pour savoir s'ils allaient les tuer ou pas. Pour une fois. De telle sorte qu'ils ont engagé, un peu plus malin que les autres, une coopération internationale visant à entrer en contact avec les individus qui résident dans ces vaisseaux spatiaux. Et donc, ils font appel à une jeune femme, entre autres personnes, qui va diriger l'équipe américaine et qui est chargée d'établir le contact. Une linguiste, oui. Qui est donc une linguiste et qui est une femme. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on voit le moment où les militaires disent à cette femme vous entrez, vous leur demandez pourquoi êtes-vous là, voulez-vous nous anéantir? Et vous repartez, évidemment. Et elle leur explique qu'en fait, avant de poser cette question, il faut que les personnes ou les individus avec lesquels elle échange aient compris ce qu'étaient eux, ce qu'était nous, ce qu'était une question, ce qu'était la notion de là, enfin bref, les notions de base qui permettent d'échanger dans un vocabulaire ou en tout cas suivant une méthode qui soit partagée. Et en fait, vous allez peut-être nous en dire plus, Louis, mais j'ai trouvé que c'était un film très original dans l'approche extraterrestrienne à laquelle nous sommes, hélas, habitués. Tout à fait, et je vous rejoins entièrement là-dessus, c'est très original, et c'est peut-être aussi pour cela qu'il n'a pas été toujours bien compris ou saisi par la critique, qui peut-être s'attendait à quelque chose de plus traditionnel, de plus classique. J'ai lu certaines critiques qui reprochaient au film une alternance entre des scènes de songes, de flashbacks, de projections dans l'avenir, et finalement l'intrigue principale qui est l'entrée en communication, la communication à établir avec ces aliens, ces extraterrestres. Donc ça a peut-être déstabilisé, mais c'est justement là où le film est prodigieusement intéressant et intelligent, c'est qu'il ne s'intéresse pas, il ne prend pas la science-fiction comme finalement un prétexte qui lui permet de refaire ce qu'on aurait pu très bien faire dans n'importe quel film d'action, de guerre ou autre. Non, là nous avons vraiment eu un film qui essaie d'explorer les fondements même de la relation entre individus, entre les individus, dans le langage. Il y a une perspective, vous l'avez dit, anthropologique, une saisie anthropologique du langage, avec voilà, qui est je, qui est tu, you, I, la question, voilà, et il y a aussi tout ce quiproquo qui réside durant tout le film autour de la notion d'arme. Est-ce qu'il s'agit d'un outil ou d'une arme? Et effectivement, la différence, une hache est autant un outil qu'une arme. C'est finalement, ça nous renvoie à nos racines. Et le film est en fait beaucoup plus une sorte d'apologue sur l'humanité et les origines de l'humanité. Et en ce sens, ce film rejoint un autre film qui est sorti il y a de ça quelques années, de Nolan, et c'est Interstellar, qui a été aussi là très mal compris souvent par la critique, parce qu'il s'attendait à un film de science-fiction. En réalité, il s'agit d'un apologue, d'une fable, et de rien d'autre. Et c'est là où le film est prodigieusement original. Et qui nous renvoie à notre nature humaine. Parce que, en fait, on voit que notre nature humaine consiste à être poussée par les méchants viennent, on les bute tous, et puis on se bute entre nous en même temps. On aura bien les bons dans le tas. Une fois qu'on a buté tout le monde, on est sûr de s'en sortir. Enfin, il y a un joli petit parallèle dans le film autour de la rencontre entre le capitaine Cook et les aborigènes. Absolument. Ça, c'est très... Et alors qu'en fait, ces extraterrestres qui sont là, alors là encore, nous allons dévoiler un peu l'histoire, donc bouchez-vous les oreilles. Ces extraterrestres qui arrivent expliquent qu'ils sont là non pas pour nous tuer, puisqu'évidemment ils n'ont pas traversé tout l'espace pour venir nous buter, ils sont là pour nous donner une arme, et cette arme n'est pas simplement une arme qui va nous permettre, si nous la prenons, d'aller tuer nos voisins, bien entendu, mais un outil de connaissance qui est en fait une maîtrise du temps, grâce auquel nous allons pouvoir sauver la galaxie tout entière.
Alors évidemment, avec nos petites préoccupations un petit peu miséreuses du j'ai la plus grosse arme et je vais buter le voisin, c'est sûr que maîtriser le temps pour aller protéger la galaxie, ça dépasse un petit peu la préoccupation des militaires. Et d'ailleurs, je trouve assez savoureux que le héros soit une femme, pour le coup, hein, c'est peut-être pour ça qu'on Amy a pas, Adams. un film où tout le monde bute tout le monde, où finalement elle donne une leçon presque d'échec à ces militaires, où elle réussit à surpasser Le général la Chang. logique. Voilà, le général chinois et puis aussi son équipe, l'équipe américaine avec laquelle elle travaille. Bon, je dois dire que la fin ne m'a pas totalement convaincu. Hein. C'est pour ça que je ne mettrai pas la note maximale à ce film. Néanmoins, c'est un très bon film avec de superbes images et qui questionne vraiment notre rapport à l'autre. J'ai trouvé ça très intéressant. Ah oui, je pense que vous aussi, alors là, c'était tout à vraiment fait. notre coup de cœur de la semaine. Ah oui, hein, et je pense même l'un des meilleurs films de science-fiction qui soit sorti dernièrement. Mais même ce film peut être autant perçu et bien accueilli par des gens qui vont voir un film de science-fiction, parce qu'après tout, les aliens sont là, on les voit. Les vaisseaux sont là, ils sont et là, on les voit. Et on les voit. Il y a donc l'intrigue est bien posée. Donc pour ceux qui ne veulent que l'intrigue, ça marche. Pour ceux qui veulent une touche plus psychologique, une touche un petit peu plus personnelle, il y a quand même un rapport à la maternité qui est extrêmement fort et qui est questionné. Et finalement, le film développe presque un second discours avec cette ouverture sur la mort d'un enfant et la fermeture sur la conclusion sur la naissance d'un enfant, là. Donc la renaissance, c'est à nouveau une réflexion sur la vie, sur le temps, et après tout, voilà, c'est finalement très beau. Et pour les amateurs les cinéphiles, si j'ose dire, les amateurs de cinéma, il y a, je trouve, alors je ne sais pas si c'est à cela qu'il pensait quand il l'a fait, mais quand Denis Villeneuve l'a fait, mais il y a des images qui font absolument penser, notamment lors de l'arrivée auprès de ces vaisseaux, lorsqu'ils arrivent avec les gros Chinooks autour de ces vaisseaux, il y a toute une atmosphère qui rappelle étrangement le Solaris de Tarkovsky, qui lui aussi proposait un contact entre cette sorte de planète fonctionnant comme un gros cerveau, mais dont on ne sait pas vraiment ce que l'on voit, et avec cette atmosphère, tous ces nuages, au-dessus de ces nuages, qui couvrent des points, des parcs, des points de verdure et des routes. C'est exactement ce que décrit Burton dans le Solaris de Tarkovsky. Et je trouve qu'il y a vraiment plusieurs références extrêmement fortes et qui sont très bien maîtrisées par ailleurs également. Comme référence cinématographique, le film s'ouvre et se ferme sur une très belle musique, dont j'ai oublié le nom, mais qui avait déjà été utilisée par Martin Scorsese dans Shutter Island. Qui était aussi un excellent film. Un immense film. Alors moi, je vous dis une chose qui m'a marqué dans ce film aussi, c'est qu'on a l'habitude d'avoir en gros les énormes vaisseaux spatiaux horizontaux qui arrivent et qui nous écrasent. Là, les vaisseaux spatiaux sont vraiment tout à fait dans une dynamique opposée, c'est-à-dire totalement verticaux. Hein. On voit ces espèces de cônes qui sont là au-dessus de nous et qui sont presque des points d'exclamation dans le paysage. Et c'est donc un bouleversement aussi de la façon dont on perçoit le vaisseau spatial, qui est un modèle peut-être hyper humain, c'est-à-dire c'est moi qui est le plus gros et c'est moi qui vais bien dominer tout le monde, qui m'étend. Dans le dernier Independence Day, c'était l'océan Atlantique tout entier était à la taille du vaisseau, qui n'avait donc manifestement aucune courbe et qui arrivait pile poil entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est quand même de la chance que les extraterrestres aient fait leur vaisseau à la bonne taille. On va passer peut-être à un dernier film, disons-le tout net, assez mauvais sur l'espace, et puis enchaîner avec nos 2-3 recommandations de la semaine. Louis, mauvais film? Alors effectivement, ou en tout cas très décevant, Passengers, qui a été beaucoup mis en avant par la critique et tout le showbiz. Dans ces cas-là, vaut mieux se méfier. Et hélas, effectivement, il fallait se méfier. Le film qui repose sur le fait que deux personnes dans l'espace, enfin plutôt une personne dans l'espace, va dans un voyage qui dure des centaines d'années, je crois, va se réveiller fortuitement et va attendre pendant
bien longtemps, mais au bout d'un moment, voyant qu'il est tout seul, qu'il ne peut rien faire, qu'il ne parvient pas à reprendre le contrôle du vaisseau, va aller, ni plus ni moins, réveiller une de ses jolies voisines, sans le lui dire au début. Bon, c'est ce qui est assez, bon, c'est assez comique à ce niveau-là, mais le film, du coup, l'intrigue est extrêmement pauvre. Les acteurs ne sont pas convaincants, Chris Pratt notamment. Il faut dire que le scénario n'est pas convaincant non plus. Non plus. Donc, en clair, on économise son argent et son temps. Exactement. On préfère à la limite regarder une rediffusion d'Hercule Poirot sur une chaîne de télévision que nous ne citerons pas. Avec Patrick Suchet. Mais moi, j'aimais beaucoup Peter Ustinov aussi. Ça en a fait beaucoup moins, mais qui était tout à fait bon. Et d'ailleurs, vous savez que David Suchet a été le commissaire Japp dans 13 at Dinner, c'est-à-dire 13 à table, version où Hercule Poirot est joué par Peter Ustinov. Et je trouve que c'est assez rigolo parce qu'on voit très bien que David Suchet n'a absolument pas le même rôle, parce qu'on est tellement habitué à le voir en Poirot que ça lui colle à la peau. Eh bien, pas du tout. C'est un vrai rôle de composition. Et donc, rien que pour ça, on peut voir 13 at Dinner avec Peter Ustinov et Suchet en inspecteur Japp. Tout à fait. C'est bien meilleur. On n'y voit pas. Alors, autre film que vous vouliez nous déconseiller d'aller voir, mais je pense qu'a priori, rien qu'au titre, nos téléspectateurs s'en seraient échappés. Il s'agit d'Assassin's Creed. Voilà, Assassin's Creed, de Justin Kurzel, qui pourtant avait fait de bonnes choses au début, aussi avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Là, le film, je trouve... Donc c'est un film qui s'inspire d'un jeu vidéo extrêmement violent, donc on déconseille le jeu vidéo, et on déconseille évidemment le film, et en particulier pour les enfants. Oui. On conclut peut-être, on parlera la semaine prochaine d'un excellent film que j'ai déjà vu, mais vous pas encore, qui s'appelle Le Fondateur, qui parle de l'épopée McDonald's, en fait du type qui s'appelle Monsieur Kratz, si ma mémoire est bonne, ou Kortz, enfin j'ai oublié son nom bien que j'ai vu le film hier soir, qui va en gros voler à deux frères l'idée du McDonald's et créer le groupe qu'on connaît aujourd'hui avec toutes ses limites. Et c'est un film qui n'est pas tendre. Nous en parlerons la semaine prochaine, mais nous allons finir avec, pour le coup, un bon film et un vieux film. Nous prendrons cette habitude cette année de vous rappeler un bon vieux film que vous pouvez voir au cinéma ou chez vous. Et cette semaine, c'est vous qui commencez, Louis, avec Le Dernier des Hommes de Murnau. Donc, nous avions déjà parlé l'année dernière avec Frédéric de Murnau, avec l'Aurore. Mais cette fois-ci, il s'agit du Dernier des Hommes, donc, qui se place bien dans les années 30, de l'Allemagne des années 30. Film absolument extraordinaire, muet, noir et blanc. Un film vraiment très, 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 très beau. Aujourd'hui, où l'on parle sans arrêt de misère sociale, de rejet, de chute aussi, il faut absolument voir ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou revoir, évidemment. C'est une mise en scène éblouissante, très belle, très délicate, et tout simplement absolue de la part de Murnau. C'est une exploration de la nature humaine et de la psychologie humaine et de la destruction que peut provoquer nos grandes sociétés vis-à-vis de l'individu, qui est absolument une véritable leçon. C'est très très beau, vraiment, un très beau film. Il est d'ailleurs, donc il ressort à la Filmothèque du Quartier Latin. Rappelez le titre, le réalisateur, c'est... Donc, Le Dernier des Hommes de Friedrich Murnau. Donc nous vous conseillons Le Dernier des Hommes et... très franchement et avec enthousiasme, Premier Contact, qu'on peut voir en famille, évidemment pas avec de tout jeunes enfants qui ne comprendront pas l'intégralité de l'intrigue, mais on peut le voir avec des adolescents. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de meurtre, c'est quand même suffisamment rare. C'est bien agréable. Souligné, et ce sera donc notre pépite de la semaine avec Le Dernier des Hommes. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique du patrimoine, nous avons un invité, Maxime Gabriel et moi. Bonjour Maxime. Madame Valérie Bernardo, qui vient nous présenter sa belle demeure et surtout les dangers qui menacent cette belle demeure. Qui est le plus grand fléau du siècle. Qui est le plus grand fléau du siècle, vous avez raison. Un parc de 500 éoliennes qui est prévu. Bonjour madame, merci d'être venue du nord de l'Aisne. Oui.
pour présenter cette belle demeure dans laquelle vous êtes depuis combien de temps? Ça fait 13 ans qu'on est, 13 ans que vous êtes installé là. Et les éoliennes, ça fait à peu près 10 ans que je me bats. Ah oui, donc très vite c'est arrivé. Oui. Voilà, très vite. Très vite. Et maintenant, là, ça devient impossible. Ils veulent tellement en mettre qu'on ne peut plus. On est dans un pôle de densification. Et ça veut dire que c'est un couloir sur la Picardie. Ils ont décidé qu'on allait être un pays sacrifié, une région sacrifiée. On est une région où il y a beaucoup d'églises fortifiées qui sont magnifiques, des villages collés les uns à côté des autres, et on va mettre des éoliennes, beaucoup. Et alors, chez nous, là, tout près de chez moi, ils ont décidé d'installer un poste source. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poste source? Alors c'est une centrale électrique qui va raccorder toutes les éoliennes du nord de l'Aisne, jusqu'à 50 km, en souterrain. Et là, au poste source, après, ça va partir en ligne à haute tension. Et c'est pourquoi ils veulent mettre, j'ai entendu parler de 450 éoliennes autour de chez nous, parce que les raccordages n'est pas loin, quoi. Donc c'est pratique. Hein. En fait, et le commissaire enquêteur du poste source, quand on a été à l'enquête publique, a dit à certaines personnes qu'il allait y avoir autour de ce poste source des parcs de 50 éoliennes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, nos amis électriciens, notamment ERDF, s'est rendu compte que les gens n'aiment pas les éoliennes. Donc plutôt que d'en parsemer une par-ci, une par-là, ils ont été intelligents. Il y a des plans qui existent. Hein. Moi, je connais ceux de Normandie, par exemple, où on définit des zones dans lesquelles on peut mettre des éoliennes avec les endroits où elles seraient le plus efficaces. Et donc, par exemple, sur la carte de Normandie, vous avez 5 ou 6 zones qui sont recommandées pour les éoliennes. Donc, si vous êtes dans une de ces zones, évidemment, c'est pas de chance. Oui, voilà. enfin, et en fait, il y a des cartes comme ça qui existent mais je pense qu'ils encouragent. choisissent aussi des régions où il y a très peu de population qui ne vont pas trop bouger, quoi. Effectivement, j'ai du mal à faire bouger. Alors justement, on m'a envoyé, il y a une association qui s'appelle l'Asperlim, dont je suis adhérente d'ailleurs, qui m'a envoyé un courrier par Internet ce matin présentant des courtiers qui sont chargés de vendre des parcs éoliens, donc ça génère un certain nombre de jobs. Alors, ils sont chargés de vendre des parcs éoliens, ouvrez les guillemets, purgés de tout recours. Ça veut dire des parcs éoliens qui ne rencontreront pas de problème. Ça veut dire qu'ils ont, c'est un vocabulaire juridique, c'est-à-dire qu'ils ont au préalable effectué toutes les démarches avec les propriétaires et les personnes qui peuvent être concernées, notamment aux alentours, en s'assurant par exemple, en ayant passé des accords contractuels au préalable, que ces gens-là n'iront certainement pas porter plainte et n'empêcheront pas la réalisation de ce parc, parce qu'en fait, c'est pour les sociétés qui les installent, c'est beaucoup d'investissements, donc ils veulent minimiser évidemment les risques, parce qu'en fait, il y en a une grande partie quand même qui arrive à Alors, c'est une énorme affaire d'argent, Madame Valérie Bernardo. C'est que de l'argent, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. C'est polluant, plus polluant ça rapporte aux courtiers, ça rapporte à beaucoup de gens, ah oui, ça rapporte mais ça à ne rapporte quelques-uns. pas à la collectivité. Non, à nous, ça nous coûte. Hein. Le contribuable, nous, en fait... 20% de la facture, déclare M. Jean-Louis Butré, que nous avons invité ici, qui se bat pour que sa Charente ne soit pas défigurée. 20% de la facture de chacun d'entre nous. Oui, j'ai même entendu parler de 30%, ça va monter. Hein. Bien sûr. Ça sera de plus en plus important. Et donc, racontez-nous justement les affaires de gros sous, si j'ose dire, qui sont à l'œuvre dans votre coin, dans votre haine. En fait, ces éoliennes vont coûter un prix fou à l'achat, mais elles rapportent au pays qui les fabrique. Rien n'est fabriqué. Rien n'est fabriqué en France. Tout vient Bien d'Allemagne. sûr. Tout, jusqu'au fer à béton, chez nous, là, tout vient d'Allemagne. Et ce que nous disait Madame, qui est un point assez essentiel, que les gens dont les gens n'ont pas conscience, c'est que ces éoliennes sont bâties sur la base de baux amphithéotiques. C'est-à-dire que moi, je suis agriculteur, par exemple, on vient chez moi, on me dit tous les ans, je te donnerai X milliers d'euros et tu te tais. Et puis, au bout de 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, enfin selon une durée à déterminer, eh bien l'éolienne est à moi. Mais comme elle est pourrie à ce moment-là, il faut évidemment
la démonter, ça signifie Et quel tarif? la détruire, sachant qu'une éolienne contient un certain nombre de matériaux polluants en particulier, qu'il faut évidemment traiter d'une façon spécifique et recycler, qu'il y a des cubes de béton gigantesques dans le sol, et qu'en fait, resteront dans le sol, donc, qui contribuent à tuer la Terre, ou bien qui coûtent extrêmement cher à démonter. Donc en fait, pour la personne qui donne sa terre, l'équilibre financier sur le très long terme n'est pas du tout garanti. Et vous nous avez apporté un récapitulatif de devis pour un devis réel. Démantèlement de Voilà. l'éolienne. C'est un devis réel. Et la facture est de 413 781 euros. Oui, alors nous, on est très inquiets parce qu'avec le nombre qui veulent nous mettre chez nous, on voudrait comprendre, est-ce qu'ils ont décidé qui allait faire le démontage ? Il y a un problème, c'est pas possible. Mais même de toute façon, on va pas pouvoir vivre avec autant d'éoliennes autour de chez nous. Alors, il y a le problème que- du son. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont très très malheureux à cause du bruit. Si vous voulez, moi j'ai vu beaucoup de monde qui sont gênés par ces éoliennes. Le bruit, déjà, ça fait un peu comme un robinet, vous savez, ça fait toujours le même bruit. Donc c'est comme un supplice. Hein. Il y a des gens qui me disent, moi je deviens fou. Alors, il y en a qui mettent des volets et ils les entendent encore, donc ils sont encore malheureux. Mais le pire encore, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé à cause des infrasons. Et j'aimerais comprendre pour quelles raisons on ne fait pas d'études. Il y a eu des études qui ont été faites en Allemagne, il y a eu des études qui ont été faites au Portugal qui prouvent que les gens sont malades à cause des infrasons. Ça fait des problèmes de migraines, de nausées. Il y a l'oreille interne ça fait des problèmes d'oreille interne et d'acouphènes, de sommeil. Ils ont des problèmes de sommeil aussi souvent. Et là, moi, je m'aperçois avec celles qui se montent que j'ai été voir l'autre jour des personnes en leur disant « Vous allez avoir 50 éoliennes devant chez vous, là ». Alors, ils disent, non, attendez, avec celles qui sont derrière à 5 km, moi, depuis ce temps-là, j'ai des migraines. Je vais voir un autre qui me dit, ah ouais, non, moi j'ai des vertiges. Donc là, il n'est pas question qu'on m'en rajoute. Hein. Et alors, c'est très étrange, cette histoire d'infrasons, parce qu'il y a un village qui est juste à côté, beaucoup plus près des éoliennes. Ces gens-là ne sont pas malades. En revanche, ceux qui sont à 5 km, dans un autre axe, sont malades. Donc ça les infrasons, s'explique par la propagation des sons, voilà, des ondes. Mais de toute façon, la décision n'est pas médicale ou scientifique, la décision est politique. Et comme le dirait Ségolène Royal, comme elle nous l'a fait à Cuba ces derniers jours, c'est de la désinformation. Puisqu'évidemment, il n'y a pas de problème d'éoliennes. D'ailleurs, vous n'avez pas de problème. Vous êtes en pleine désinformation, comme il n'y avait aucun problème avec Fidel Castro, qui était un sauveur de l'humanité, comme chacun sait. Comme chacun sait, moi, absolument. j'ai fait appel à M. Bellim, qui a fait une étude... Qui est un ingénieur. Qui est un ingénieur et qui a fait une étude sur les infrasons. Et quand je lui ai dit, nous sommes dans un pôle de densification, et nous allons avoir un poste source, c'est-à-dire la centrale électrique, tout près de chez nous, il m'a dit de lui-même, je ne lui ai pas demandé de venir, hein, c'est lui qui m'a dit, je vais aller faire une conférence chez vous, il faut que j'aille prévenir la population, tout le monde va être malade chez vous. Un poste source, c'est multiplié par 100, quoi, les éoliennes. C'est terrible, ça fait des champs magnétiques, c'est pas possible, quoi. Et d'autre part, il y a aussi un autre souci chez nous, c'est que nous sommes sur un champ de bataille la bataille de la guerre 14, Bien sûr. La bataille Guise-Saint-Quentin, qui est très importante, qui a permis de gagner la guerre 14. Il y a dans un cimetière tout près de chez moi le petit-fils de Bismarck qui est enterré là. Il y a le général Lanzac qui a fait en sorte que la bataille de Guise-Saint-Quentin soit gagnée et que la guerre 14 soit gagnée. Et là, étonnamment, je me suis battue contre ce projet en face de chez moi, tout près du cimetière, et c'est étrange, on a perdu. Vous dites que ce cimetière est en passe d'être classé. Oui, il est en cours de classement UNESCO. Oui. Mais ça, on s'en fiche. Alors, ce qui est étrange le classement aussi, UNESCO n'a aucun impact sur les classements en France. C'est-à-dire que
peut être classé UNESCO, ça n'a pas d'impact sur la protection monuments historiques en France, ce qui est d'ailleurs un paradoxe. Oui, enfin, malgré tout, absolu. tous les cimetières militaires comme nous, en cours de classement UNESCO, il n'y a pas d'éolienne à 15 km à la ronde. Et chez nous, ils en mettent à 300 mètres. Et alors, ce qui est étrange aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des publicités qui sont faites pour la guerre 14 sur les Hauts-de-France. Oui. Et étonnamment, notre région s'est réservée à l'éolien. Donc là, on ne parle pas de la bataille de la guerre de Guise-Saint-Quentin. Ah oui, oui. On ne parle pas du... Vous êtes du exclu cité- de, Ah oui, alors là, du ça, souvenir. Ah oui, ça, parce c'est que la chasse gardée. région a décidé que vous étiez éolienne. Voilà, La guerre, c'est ailleurs. voilà, Donc, c'est c'est la éolienne. deuxième Chacun guerre, sa petite spécialité. deuxième guerre 14, on va dire. Vous nous dites aussi vos difficultés à rencontrer des avocats qui vous soutiennent Oui, vraiment. alors les avocats anti-éoliens, je vais dire aux personnes qui veulent prendre un avocat de faire attention, de prendre surtout des conventions d'honoraires, de savoir où ils vont. Mais moi, je propose encore le plus simple pour que ça coûte moins cher, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fini par faire, c'est de prendre un juriste qui va bien éplucher tout votre dossier, parce que les avocats n'ont pas le temps. Hein. Donc lui, il va bien éplucher tout le dossier, et lui, il vous coûtera beaucoup moins cher, déjà. Et on peut gagner beaucoup mieux, du coup, comme on peut trouver beaucoup plus facilement les failles, puisque il y a parce que le quelqu'un dossier qui est Ça, c'est très malin. bien préparé. Oui, Ouais. Mais c'est très vrai pour tous les intelligent. combats patrimoniaux, hein, ce que dit madame. Oui. C'est pas qu'une affaire d'éolienne, c'est aussi vrai Ah oui, pour... oui. Parce que il y a l'éolienne chez vous, mais ailleurs, c'est l'autoroute, ou c'est la centrale à charbon, ou c'est le centre de traitement des déchets nucléaires, ou c'est... que sais-je encore. Et Et alors, C'est il un y cas a, qui on s'applique. trouve sur Internet, la dernière interview de Jean-Louis Buttré, c'était sur la radio RCF, dans lequel il lance un vibrant appel en soulignant que tout simplement, cette énergie, les 7000 éoliennes déjà sur le sol français ne produisent que 4% de l'énergie. Et que lui propose bien évidemment d'autres moyens non polluants avec le soleil, avec la biomasse, avec... C'est évident que les éoliennes, c'est pas la solution, hein. Ça c'est sûr. Et tout ce qui fait, dit-il, travailler les PME françaises à l'échelle locale et non pas les entreprises allemandes, les oui, la vraie industries question, c'est allemandes. l'échelle locale, parce que vous pouvez aussi avoir le grand groupe français basé, par exemple, à Saint-Nazaire. Ça ne fait pas beaucoup avancer l'emploi dans l'Aisne, Non, qui n'est, comme vous le savez, pas une région très riche en emploi. Vous, L'Aisne... Alors, il y a une autre chose aussi où je voulais dire juste un petit Oui. mot, parce que c'est très grave aussi. oui, On est en plein milieu d'un couloir migratoire. Et étonnamment, on nous met des éoliennes. Et là, il y a une étude espagnole qui a été qui montre que faite, c'est très dangereux pour qui les disent oiseaux. que ça tue 6 à 18 millions d'oiseaux par an. Ouais. Donc c'est énorme, c'est une étude qui est sérieuse. Et donc j'aimerais bien aussi qu'on fasse... Les Espagnols disent, vraiment la France, c'est le seul pays où il ne faudrait pas qu'il y ait d'éoliennes. Parce que en fait, les couloirs migratoires arrivent d'Espagne et ça part en étoile. Bien sûr. Donc ça va sur toute la France. Et nous, on est en plein dessus. Mais ça, on a l'impression que c'est un rouleau compresseur. Quoi qu'on fasse, on nous en met quand même. C'est un bombardement d'éoliennes. On est à la guerre 14, hein, c'est vraiment... Ouais, Vous savez, les enjeux financiers sont tellement Voilà. importants, il y a tellement C'est de gens qui proportionnel touchent, et à- en particulier beaucoup aux d'élus. fortunes. Il faut savoir que tous les élus locaux qui décident de l'installation d'éoliennes gagnent pour leur commune énormément d'argent, et il ne faut pas être dupe. Moi, j'ai connu un cas, je ne citerai aucun nom bien entendu, mais d'une commune de Normandie où en particulier le maire soutenait mordicus la construction d'éoliennes. Il s'avère que sa famille possédait des terrains sur lesquels on allait construire des éoliennes, ce qui Oui, mais voudrait bien dire sûr, attendez, que moi, je non suis- seulement la commune allait toucher, mais que sa famille allait toucher, et donc c'était un jackpot assuré. Je suis bien au courant dans le domaine. Ça a capoté parce que, pas de chance, à côté il y avait des monuments historiques qui se sont battus assez fort, mais c'est une affaire de gros sous. C'est une affaire Et les élus énorme locaux de gros Oui, sous. oui, oui. touchent. Bah, chez nous, vous savez, sur le nord de l'Aisne, je suis allée chercher les prises illégales d'intérêt, c'est-à-dire les maires et conseillers municipaux qui mettent des éoliennes sur leur C'est-à-dire que vous terrain. avez fait monter un dossier. Oui, Sur- j'ai passé du temps avec mon association Attention. qui s'appelle SOS Danger En Éolien. France, ça ne s'appelle pas un conflit d'intérêts, ça s'appelle une coïncidence. Oui. Et de temps en temps, on peut parler de cadeaux, mais de cadeaux amicaux, bien Et entendu. donc, j'ai dénoncé, j'en avais trouvé 230, et j'ai dénoncé ça un jour dans un journal.
Et étonnamment, 2 jours après, j'ai eu les boulons de ma voiture, les 2 roues avant qui ont été dévissés. Donc C'est un voilà, hasard. c'est une histoire de gros sous. Il y a trop d'argent en jeu et on a beaucoup de mal à se défendre. Je ne sais pas comment, qui peut se réveiller. On ne peut pas laisser la France. C'est la France entière C'est la que je France veux entière, sauver. oui, Parce c'est qu'on est ça en train de qui est criminel. détruire, même pour Criminel. le tourisme, je ne vois pas qui va venir voir notre région avec les églises fortifiées, etc. Personne ne va venir. Qui va acheter une maison, même, là? Oui, oui. La dévaluation des maisons. Les maisons ne vaudront plus rien. Et oui. Et, Mais parce que les élus pensent court terme. Ils sont élus pour 5 ans. Vous savez, ils ne sont pas élus pour 15 ans. Alors j'ai dit à un élu un jour, Ah oui. je lui ai dit, mais un maire dans un village, je lui ai dit, mais tu veux, ils prennent les éoliennes parce qu'ils sont contents, on va leur donner de l'argent. Donc en général, c'est, d'abord c'est pas pareil partout, c'est 50 000, 100 000, 150 000, ça dépend de la tête du client sûrement. Et je dis, mais les personnes de ton village avec autant d'éoliennes autour, les maisons vont toutes dévaluer. Alors on va prendre un papier, un crayon, elles vont dévaluer, je suis encore très gentille, hein, je dis moitié prix, 40%. On a fait le calcul des maisons qu'il y avait, j'ai dit bon, les maisons valent à peu près 70 à 80 000 euros. On a fait le calcul et là, il a quand même été un peu interloqué parce que je lui ai dit, regarde, la fin, hein, c'est pour gagner 100 000 euros, tes habitants vont perdre 4 millions d'euros. Donc, Sans parler de droits de mutation. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'une maison Comme est quoi, vous vendue, savez très bien la compter, commune- Valérie Bernardo. Merci. Tout est une affaire de gros sous, c'est donc les Bravo, comptables qui parce gagneront. que non, mais votre Absolument. raisonnement est absolument imparable. Il faut penser long terme. Et j'aime Patrimoine, bien, c'est j'aime bien ces raisonnements. Vous aurez la gentillesse de nous tenir au courant Bien sûr, des bien suites sûr. de votre combat. Bien et sûr. sachez que TV Liberté est derrière vous. C'est gentil. Vous pourrez diffuser cet entretien et les gens se rendront compte à quel point Ce la fléau. France est en danger. C'est un fléau, C'est un fléau. à côté duquel les fléaux d'Égypte ou les 7 plaies d'Égypte font figure de promenade de Oui, santé. c'est en fait la 8e plaie d'Égypte. Voilà, mais de France. de Alors, je voulais dire quand même que je parle au nom de mon association qui est SOS Danger Éolien. Voilà. SOS Danger Éolien. Éolien, Est-ce que qui a vous un avez site internet. Oui. Oui, bien sûr. Rappelez-le. Citez-le pour qu'on puisse. SOS Danger SOS Éolien, Danger tout attaché, Éolien, voilà. .com. Ils vont trouver. Point com. Parfait. Point com. Merci beaucoup, Madame Bernardo, Merci. d'être C'est moi qui vous venue remercie. et nous Nous alerter. partageons votre peine et votre combat. Je voulais dire encore une petite chose. Oui. C'est, je ne sais pas si je peux. C'est Vous pouvez. des éoliennes dans la Drôme qui ont été démontées Ah oui. il y a 4 ans. Enfin Oui, non, oui. il y a 6 ans maintenant. Alors, pendant 4 ans, elles ont été Abandonnées. abandonnées. Oui, oui. Hein, donc, Et il y a- vous avez apporté des photos. j'ai apporté des photos que nous de allons ça. montrer. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est advenu de ces éoliennes. Je ne sais pas si elles ont été enlevées, mais enfin, ça m'étonnerait. Et je sais que pendant 4 ans, elles ont été là, Là-bas. avec des enfants, un chemin de promenade où des enfants peuvent passer à vélo. C'est marqué danger de mort, des câbles qui sortent, de tout. Vraiment, c'est un n'importe cimetière d'éoliennes. C'est n'importe Donc quoi. nous, là, il n'y en a que 4. On voit déjà ce que ça donne. Mais alors là, 400... Et c'est dans Votre notre pays deviendra un cimetière d'éoliennes. Pour que les élus réagissent, il faut qu'il y ait des morts. Tant qu'il n'y a pas de morts, oui. il ne se passe rien. Mais, non, mais Merci je dis pour- ça merci sans pour plaisanter, votre c'est une cynisme. pure réalité. Maxime, On vous parlait avez raison. l'autre jour dans l'émission de cinéma du Mediator, Oui, oui. tant qu'on n'a pas eu le chiffre du nombre de morts, tout le monde s'en foutait. Oui, merci beaucoup, Maxime. Merci, Madame Bernardo. De rien, merci. À très vite, Merci à amis vous. de TV Liberté, pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de patrimoine, nous avons réinvité Monsieur Patrice Darras, qui est l'historien de Villepreux, dont le mobilier vient d'être dispersé. Et nous avions besoin, Maxime Gabriel, qui est le spécialiste du patrimoine dans cette émission, modestement. et nous voulions demander à Patrice Darras ce qu'il en était de cette vente.
qui a fait couler beaucoup d'encre. Qui a fait beaucoup les. Elle a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a eu des protestations. Et comme je l'avais dit dans votre précédente émission, on m'a reproché de protester. Mais qu'est-ce que vous voulez, on fait notre devoir. On fait un baroud d'honneur. Alors, en effet... Alors, quels étaient les arguments de ceux qui Eh bien, moi, j'avais proposé dans pas mon mémoire proteste. qu'on trouve sur Internet dans la Tribune de l'Art, j'avais proposé que le salon soit vendu en bloc. C'est-à-dire vendu en bloc 2 ou 3 millions, classé monument historique, et même classé, en plus de ça, trésor national. Quand il est classé trésor national, si la famille avait intelligemment fait ça à l'avance, si elle avait eu suffisamment de recul, comme disait la vieille comtesse de Saint-Saëns, si elle avait pris la mesure des choses, hélas, tout ça a été fait dans une sorte de précipitation. Je veux dire par là qu'évidemment, les commissaires-priseurs... Ça sent un peu la liquidation d'héritage. Il n'y a pas eu beaucoup de... Bah oui, parce que quand on vend le portrait du général Bertin de Vaux pour 6 000 € son grand-père, ou l'argenterie jusqu'à la dernière petite cuillère en argent, il est inéluctable qu'il y a une volonté de table rase. Oui. C'est inéluctable. Moi, je dis, c'est tuer la mère. Bon. Absolument. Bah oui, on ne peut pas tuer le père, il était mort il y a 40 ans. Oui. On tue la mère. Oui. Il faut dire qu'elle était très prégnante. Impériale. Impériale. Et impérieuse. Et Pas impérieuse. facile d'être la fille ou le fils de Simone de Saint-Saëns. Non. Quoi qu'il en soit. Mais Luc de Saint-Saëns avait très bien réussi à être le fils de sa mère. Oui, mais cette indépendance n'était peut-être pas facile à obtenir. Mais je veux dire par là que si la famille avait réfléchi à sauvegarder ce salon, les gens me disent que ce n'est pas du mobilier très important. Certes, ce n'est pas du mobilier des Wagram, ce n'est pas du mobilier de la maréchale d'Empire. Mais ce salon littéraire dont j'ai parlé et reparlé, dont Didier Rickner a parlé dans la Tribune de l'Art, Qui a vu passer, tout le monde pendant 50 ans, préciser un peu tout le monde. eh bien, Talleyrand, Guizot, Sainte-Beuve, Chateaubriand et Hugo, Berlioz et Rossini, C'est-à-dire les Renan. sommités politiques et culturelles de la Restauration. Absolument, mais c'est le journal important de la première partie du 19e siècle. Tout le monde va évidemment dîner chez Bertin, rue Louis-le-Grand. Mais si on avait intelligemment promené ce salon au Métropolitaine, au Victoria et Albert de Londres, et pourquoi pas au musée Getty, parce que je le disais dans votre précédente émission, les Américains sont très friands, et les Anglais aussi, de period room. Or, c'est une chose tout à fait inconnue en France, il y en a une ou deux au musée des Arts Décoratifs. Alors, la période room, merci de Eh ben, traduire. c'est une pièce reconstituée c'est une pièce intégralement. entière. Alors là, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas besoin de reconstituer la pièce. Elle y était intacte. Et quand je pense que l'anti-mobilier de Jacob Desmalter, ou attribué à Jacob Desmalter, peu importe, a fait 10 000 €, ce salon où vous venez de dire que tous ces gens si illustres se sont assis, Eh oui. rien que moralement et intellectuellement, il en valait 100 000. Bien sûr. Et la banquette, bon, bah, ça fait 20 000 € tout le mobilier. Enfin, on rêve. Oui, mais alors là, on rentre dans des évaluations financières qui finalement n'ont pas de rapport avec la véritable valeur. Mais c'est pour ça qu'il fallait faire mousser. Je pense qu'elles en ont quand même en partie, parce que une des difficultés, parce que ce genre de vente, effectivement, Villepreux est un cas récurrent. assez rare, mais néanmoins récurrent. Je veux dire, des ventes de ce type-là, il y en a eu beaucoup pendant les décennies à venir. Il y en a même encore Les décennies certaines cette passées, année. tu veux dire? Les décennies passées, pardon. Et il y en aura Il y en d'autres. aura encore Hélas. beaucoup d'autres. Oui. Une des questions pour moi qui se pose, c'est effectivement celle de la conservation des ensembles, et je pense qu'on va en reparler parce que c'est une question fondamentale. Il y a le rôle de l'État. L'État peut-il tout faire? Doit-il tout faire? Et puis, il y a la question de la financiarisation du marché de l'art, qui fait qu'un certain nombre de tableaux qui sont conçus au départ pour être des œuvres familiales sont maintenant des œuvres qui valent très cher. Je vous cite le cas d'une amie qui descend d'un personnage très important du XVIIIe siècle, qui avait fait son portrait par Fragonard, qui a été vendu l'année dernière chez Christie's, pas par eux, par d'autres personnes qui l'avaient acheté entre-temps, pour 17 millions de livres sterling. Qui, aujourd'hui, peut se permettre, à l'heure où, à ma génération, se loger est si difficile, vivre est si difficile, vous avez 17 millions au-dessus de la cheminée, mais vous ne pouvez pas partir en vacances. Ça n'a aucun sens. Sans compter qu'il faut dépenser je ne sais combien de milliers de francs pour l'assurer. Sans compter l'assurance, sans compter la transmission. Oui, oui. Donc, de toute façon, Donc vous pouvez ça pas le n'a garder. aucun sens. Et on ne peut pas le garder à partir du moment où la valeur devient folle. Alors, il y a cette réflexion, bien sûr, sur ce prix, mais qui est un Fragonard. Mais quand c'est un tableau d'ancêtre qui n'est pas un Fragonard, vous le Et puis, disiez... oui, au-delà d'un musée, enfin,
moi, je vous aime beaucoup Anne, mais j'ai pas envie d'avoir votre grand-mère au-dessus de ma cheminée, si vous voulez. Donc c'est aussi ça qui fait toute l'ambiguïté de ce marché pour moi des tableaux anciens, c'est qu'on a des musées, notamment des musées internationaux ou des marchands internationaux qui achètent ça pour des fortunes parce que ça fait plaisir à une clientèle internationale d'acheter des pièces de trésors français ou anglais, etc. Mais en soi, qui sont les vrais acheteurs qui ont envie d'acheter le portrait de quelqu'un d'autre qui n'est pas de leur famille? Enfin, ça aussi, c'est une vraie question. Si c'est une jolie femme, il a été vendu 360 000 € par Mais un à un marchand. marchand. Il va, avec les frais, ça fait 450 000. Eh bien, vous allez le voir à la Biennale. On dit toujours que les aristos Oui, vendent on toujours espère. mal. Bon, c'est un adage que j'ai Évidemment. entendu longtemps. Mais il va se trouver à 1 million. D'ailleurs, Évidemment. tous les amateurs que j'avais fait venir à Villepreux ou que j'ai interrogés après, c'est un tableau de plus d'1 million. Oui, mais qui va Et- l'acheter? Vous inquiétez pas. Ça, c'est une chose qu'on voyait dans la galerie Didier Aron, Faubourg Saint-Honoré. C'est exact, les Valenciennes, c'était oui. exactement ces paires qu'on a vues pendant 40 ans dans cette fameuse galerie Aron. Ça, c'est ce que j'appelle la marchandise pour Aron. Oui. Et Aron, il a un magasin à New York. Il en a eu un à Londres. sûr. Mais voilà, et il vend ça ça à des partira. grands musées. C'est Évidemment sûr. que le Ça portrait partira d'Augustine Bertin de à un Vaud grand musée. vaut 1 ou 2 millions, c'est une évidence. Oui, Il mais ne vaut ça pas partira. 360 000 €. Mais ça D'ailleurs. partira à un musée. Et en Bien fait, sûr, les in musées fine. contribuent pour ce genre de choses qui sont des choses familiales, et notamment les musées étrangers, à faire monter artificiellement des cotes. Parce qu'en réalité, toute la cote ne tient que par 10 musées. Le musée de Cleveland est bourré de Giraudet, bah, ils en rachèteront un Voilà. autre. Et moi, je trouve ça assez. Ils ont de l'argent. Il y a des trustees de Giraudet. problématique. Des trustees Sur du le musée de fond. Cleveland, il y a des gens très riches. Mais le marquis de Breteuil a fait quelque chose de plus intelligent. Il Oui. a promené sa table Oui. qui a été vendue Bah combien oui. 16 ou 17 millions. Oui, Il l'a oui. promené chez Google. Oui, oui. Il y a eu une exposition sur Oui, oui. Neubert, le fameux orfèvre Eh de oui. Dresde. Bon, 17 millions une table. Alors évidemment, il y avait une chambre forte au château de Breteuil. Bon, c'était pas- Alors, non seulement il a fait ça, mais en plus, il a fait reproduire sa table paraît-il. pour en garder la présence et le souvenir, ce qui fait qu'elle continue à orner le château, Ouais. ce qui est quand même une idée Oui, mais bon, géniale. c'est pas un Parce truc qu'il avait fait. besoin de cet argent. Je comprends très pour, bien quand on a une chose de 17 millions chez soi. il on avait le vend. besoin de cet argent pour entretenir ce Oui, puis tout château simplement, magnifique. lequel de ces enfants, J'en profite. vous ne pouvez pas dire à vos enfants, je vous lègue tout ce que j'ai, un aura une table, et les autres auront Non, tout mais le c'est une reste. question de gardiennage et d'assurance. J'ai demandé à une ou deux petites filles de Simone de Saint-Saëns, avez-vous fait faire des clichés de haute définition de vos ancêtres? Bon, on ne me l'a pas dit, mais C'est sûr que non. c'est sûr que non. Bon. Mais vous imaginez, la sculpture de Ténérani qui est là, qui a été vendue 250 000 €, bon, très bien, l'élève de Canova, mais On l'avait montré, oui. vous en faites des moulages en résine. Absolument. Alors, on veut Absolument. transformer le château en hôtellerie, très bien, bon, ça l'était déjà plus ou moins, mais c'est le fonds de commerce Oui, oui. qu'aurait coûté sur Oui, 3 ou 4 millions non, de... ils n'ont enfin, pas bon. réfléchi, vous avez raison. Mais non, mais bien sûr. l'image de la marque, vous Bien savez ce que sûr. ça veut dire, l'image de la marque? Eh oui. Ils ont une hôtellerie, vous êtes venu 36 fois, vous, à Grand Oui. Maison. On transformera un jour ce château vide en hôtellerie. Très bien, Oui, oui. mais c'est leur fonds de commerce. On s'imagine que je fulmine parce que la comtesse est morte à 100 ans et que je prenais des tasses de thé avec elle. Mais ce n'est pas cela, si vous voulez. J'étais aussi en botte avec des cisailles dans le jardin, ou accueillir des visiteurs, d'ailleurs parfois très modestes, comme on le disait l'autre jour. Mais c'est un fonds de commerce pour eux. Ça intéressera qui? Bien Des sûr, cadres oui. dynamiques d'entreprises? Mais il y avait là, ce oui. salon, il fallait le dupliquer. Oui, oui. Ce que Daniel Alcouf a dit de ce corpus exceptionnel de tableaux de Giraudet qui représentait cette famille, il fallait évidemment les dupliquer et en garder mémoire. Et garder un film. Et du- Et garder un film. Bah évidemment, mais je l'ai proposé. Évidemment, un film et un livre. Oui. Dara, c'est un intrus, Dara, c'est un intrigant. Oui, Il oui. paraît que je suis même le dernier avatar, m'a dit le beau-frère de Luc de Saint-Saëns, de tous les gens qui tournaient autour de cette pauvre Simone et de ce pauvre Luc de Saint-Saëns. Le dernier avatar des gens peu scrupuleux. Alors C'est que, extraordinaire. oui, alors que Mais vous c'est vrai que étiez un enfin, ami. la démarche qui consiste à faire des moulages, etc., aujourd'hui on en parle, autrefois Qu'est-ce on n'en que ça parlait coûte pas, mais il suffit de regarder toutes les maisons vides. Souvenez-vous qu'il y a encore 2 ou 3 ans, la bibliothèque entière du château de Dampierre a été vendue, qu'on parle maintenant de vendre les éléments de décor de la fameuse salle des fêtes, qui ont été faits pour ce lieu. Oui, notamment oui, par c'est Pin. un problème au On parle ministère. Ils me l'ont dit. de les dégager. Bon. Et ça va continuer. Je veux dire, la grande liquidation, elle a commencé déjà à la Seconde Guerre mondiale, elle va continuer. Vous savez, si vous allez chez Christie's à Paris, ils vont vous expliquer une chose très simple, c'est qu'ils ne sont pas à Paris pour vendre. Paris n'est pas un lieu où on vend. Mais ils achètent. Évidemment. C'est un lieu d'approvisionnement. C'est un grenier. sûr. Voilà. Bah, bien sûr. La France, La France c'est est un l'approvisionnement. grenier. Ah, c'est un Les grenier. États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient, c'est le lieu de vente. Bon, mais une fois qu'on a compris ça, je veux dire,
Ça, c'est un phénomène qui s'est produit, c'est tragique. Le commissaire-priseur a même dit « Oh, je suis heureux d'avoir trouvé un nouvel avenir pour ces œuvres. » Oui, enfin, mais il disait à chaque fois la même chose. Non, mais il a très bien fait son boulot, le commissaire-priseur. Lui, il a fait son boulot. Et moi, j'ai reproché aux experts à qui j'avais envoyé mon mémoire il y a 3 ans, mémoire d'ailleurs qu'un des experts de la vente m'a dit, j'ai le mail encore, « Monsieur, ne vous inquiétez pas, les sœurs ne sont pas allées, vous avez dit la fin de la première page sur 4 pages. Moi, je crois qu'elles ne sont pas allées à la fin de la 3e ligne. » Ah oui, C'est le propre expert de la vente qui me dit ça. Et c'était un familier de la maison. D'ailleurs, c'est un homme du monde, c'est pas qu'un marchand de meubles. Bon. Mais je veux dire par là que si on avait travaillé intelligemment, ce salon Bertin, je ne parle pas de tous les lits, de toutes les commodes, le portrait du général Bertin de Vaux, ils vendent leur grand-père pour 4, 5, 6 000 euros. Bon, c'est lamentable si on ne vend pas le général. Peut-être qu'il y en a un qui l'a repris, bon, il faut espérer. Mais encore. Vous savez, le comte de Paris, ils en sont à vendre les cartes postales. Bientôt, ce sera les petites culottes. Voilà. Bon, non, mais si on avait intelligemment vendu, concluons, sur la valeur intrinsèque du salon Bertin de Vaux dont nous parlions tout à l'heure, et qu'on les promenait, un éminent membre d'une association historique m'a dit ils auraient dû le proposer au Getty. Eh bien, rien que le salon, c'est ce que j'avais dit au président du Conseil général des Hauts-de-Seine en début d'année. Il m'a dit il y en a pour combien dans votre salon Bertin? Parce que je le tenais depuis longtemps. Il y en a pour 3,5 millions, 3 millions et demi. Eh bien, rien que le salon Bertin valait 3 millions et 3,5 millions. Et ils auraient gardé tout venant du château, les petits meubles à 4-5 000 euros, les tableaux, leur grand-père, etc. Ce qui faut. En fait. Non, ils n'en voulaient plus. Il fallait faire table rase d'un passé très, très lourd. D'ailleurs, les héritières l'ont dit. Il y a une émission à FR3 du lundi de la vente, d'ailleurs la veille du lundi 7 novembre. Et il y en a une qui dit « J'ai le cœur serré ». Lamentable, le cœur serré de quoi? Bon, ils se sont même trompés dans les 2 enfants de la Neuville. La Neuville, c'est un très bon peintre de l'époque du Directoire. Il y a les 2 enfants qui étaient de chaque côté d'Augustine qui sont là. Eh bien, ils sont annoncés comme Édouard et Armand Bertin, les 2 fils du grand Bertin. Je suis allé voir l'expert et je lui ai dit « Mais monsieur, qu'est-ce qui permet de dire que c'est Armand et Édouard Bertin ?» C'est la famille, ce sont les vendeurs qui me le disent, monsieur. Alors j'ai dit, monsieur, si pour les Girodets, ils ne se trompent pas parce que ça a été publié par Sylvain Bélanger et par madame Le Meufretto à l'exposition du Louvre en 2005, ces 2 tableaux n'ont pas été publiés. Mais si les vendresses avaient écouté leur mère pendant 50 ans et moi pendant 10 ans, elles sauraient que ce n'est pas Édouard et Armand. Ah, monsieur, alors qui est-ce? Ben, j'ai dit, mais monsieur, allez leur demander. Et alors, qui est-ce? Eh bien, qui est-ce? C'est le futur général Bertin de Vaux et son cousin germain Tom Massé. Et quand on regarde attentivement le dessin, le très très beau dessin du jeune Bertin de Vaux qui est là, on voit qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ne me dites pas que ce jeune homme-là ne ressemble pas à celui-là. Ce sont les 2 mêmes. Mais la comtesse l'a répété pendant 50 ans. C'est fabuleux, oui. Ils ne le savent même pas. Oui, parce qu'ils n'étaient pas aux côtés de ils n'ont même pas pu dire que cette garniture, par exemple, de bronze, qui est très belle, bon, un antiquaire m'a dit, chez Ariane Nandois, ça avait Place Beauvau, ça valait 80 000 euros il y a 20 ans. Bon, ça en a fait 12 000. Mais en fait, ça va avec cette pendule-là. C'est intéressant à dire parce que du coup, c'est des assortis, c'est des articulés. Et Bernard Chevalier, le conservateur général de la Malmaison, quand je lui ai fait le dernier tour du château dans les années 2010, il me dit « Patrice, je dis toujours à Simone de descendre cette pendule borne pour la remettre dans le grand salon parce que ça va avec le reste. » On voit que c'est les mêmes pieds. Et Simone préférait ça parce qu'on voyait Augustine dans le miroir. Et c'est vrai que cette pendule borne est un peu un cénotaphe. Enfin, c'est pas très heureux et ça bouchait. Donc voilà un meuble qui a été séparé de ces girandoles. C'est une ânerie. Les 4 gravures. Oui, mais ça, vous savez, dans les héritages, il y a des tas de gens qui séparent des pères sans aucun problème. C'est surtout maintenant Moi, j'ai vu ça. Il faut le lire. Maintenant, c'est très rare d'avoir des ventes. Vous avez des ventes de tableaux, par exemple, qui sont une paire, qui sont vendus l'un et l'autre séparément. Les 2 Valenciennes, c'est une ânerie d'avoir vendu les 2 Valenciennes. Vous avez des parures de bijoux, on va vous vendre lot 1, la boucle d'oreille, lot 2, le collier, lot 3, le bracelet, etc. Et parce même que ça permet de faire plus d'argent. Des garnitures, des garnitures de cheminée, deux jolis vases montés sur les tons, vendus séparément, alors qu'ils n'ont de bonheur qu'ensemble, ces 2 vases. Bonheur. Dans quelques jours,
sera vendu chez Christie's à Paris, parce qu'il y a une vente qu'on appelle le goût français, qui est complétée d'une vente qui s'appelle The Exceptional Sale, parce qu'en français ce serait trop ordinaire, surtout quand on parle de mobilier français. Dans cette vente, il y a notamment presque l'intégralité du mobilier qui vient du château des Hénin-Liétard, où il est depuis plusieurs centaines d'années, notamment des portraits de famille. Et dans la vente Exceptional Sale, il y a également un certain nombre de lots qui viennent du château de Rosny. Le château de Rosny, c'est l'ancien château du Grand Sully, mais aussi de la duchesse de Berry. Et il y a notamment tout un mobilier de salon de la duchesse de Berry, mobilier de salon qui est classé monument historique, qui comprend un certain nombre de chaises, de fauteuils, de canapés, de consoles, etc. Il y a un lot pour une paire de consoles, un lot pour une partie des sièges, un autre lot pour une partie des sièges, un autre lot encore pour une console, et puis encore 2 autres lots pour des tableaux. En réalité, si vous voulez ne serait-ce que l'intégralité des sièges, il y a 2 ou 3 lots différents. Et je parle d'un ensemble monument historique Cohérent. qui est parfaitement documenté, Oui, qui est cohérent avec la même localisation, la même garniture, le même bois, le même fabricant. C'est maintenant la norme De tout. chez les commissaires-priseurs. Et je cite Christie's parce que c'est Christie's, mais si vous allez chez Lascons, c'est pareil, et chez Maigret, et chez n'importe qui d'autre. Le C'est partage des deux Valenciennes, la c'est norme. une ânerie. Et on m'a dit on les partage parce qu'il y en a un qui a été fait à l'époque du consulat et l'autre dans l'Empire. Donc il y a 10 ans entre chaque tableau de Valenciennes. Oui, mais c'est un argument. Pour justifier la vente, c'est pareil. Ces 4 gravures, par exemple, qui ont été vendues 2 000 €, on l'a pas marqué, mais c'est un cadeau du prince royal, ce qu'on appelait le fils aîné de Louis-Philippe, celui Ouais. qui a été accidenté à la porte des Ternes, vous Oui, savez, qui est oui, tombé de oui, voiture. oui. Bon, je les ai fait restaurer, ça a coûté. Et entre les cas de la restauration, celui qui les a achetés 2 000 € a fait une très bonne affaire. C'est les premières courses à Chantilly qu'ont fait Orléans, Aumale, enfin tous les fils de Oui, quand, oui, oui, quand oui. Aumale a reçu Chantilly, vous savez, du dernier prince de Condé, bon, du duc de Bourbon. Bon. Ces lithographies sont très précieuses, 2 000 €. Oui, c'est Il fallait garder toutes ces choses à 3 000 c'est 4 à 000 peine €. à peine le prix de la restauration. En tout cas, vous nous avez donné une bonne idée, Pierre Darras et Maxime. Faites des moulages de ce que vous vendez. Mais il y a des gens qui le font, Et- croyez-moi. Mais il y a aussi des photocopies. Moi, j'ai photocopié des gravures anglaises que dans ma famille, mon frère gardait au mur de sa maison, et ce qui était normal, puisque c'était un homme de cheval. Mais tout de même, cette gravure anglaise qui avait bercé mon enfance, j'en avais envie, et je lui ai fait restaurer cette gravure qui était abîmée. Et au moment où elle est sortie donc de son cadre, je l'ai photocopiée, et ce qui fait que maintenant j'ai la photocopie de sa gravure. C'est Je joli. l'ai prévenue, mais donc j'ai démultiplié le tableau, et comme cela tout est... Si vous me tout permettez est- de raconter une anecdote, Anne, pour conclure, c'est la vente des joyaux de la couronne. Nous sommes dans les années 1880. Les joyaux de la couronne sont évidemment vendus par l'État français qui souhaite gagner un peu d'argent, mais surtout, c'est Sadi Carnot qui le dit, qui l'écrit, liquider une bonne fois pour toutes toute envie de restauration monarchique. Il ne faudrait surtout pas que les bijoux donnent envie aux gens de revenir. Donc ça a été une très mauvaise affaire financière parce qu'on a vendu 6 millions des bijoux qui en valaient 12. On a vendu, là encore, les parures par petits bouts. On a même désossé les colliers pour les vendre parce qu'il n'aurait certainement pas fallu que quelqu'un rachète une parure entière pour la redonner, par exemple, Au à roi, l'impératrice à la Eugénie, reine, bien sûr, qui oui. était en exil en Angleterre et qui est morte au XXe siècle, ce Oui, que oui. les gens ignorent souvent. Et donc on a fait ça, et un certain nombre de joailliers, notamment Babst, qui était le joaillier officiel, a dit qu'il était prêt à payer de sa poche qu'on garde les montures et à refaire en fausse pierre les bijoux à partir des vraies Oui. montures qui étaient des pièces d'œuvres d'art. Bien sûr. L'État a refusé, mais Bien c'est sûr. bien empressé de refuser, et ça n'a jamais été fait, de telle sorte que la seule chose qui reste, c'est 8 ou 9 photographies des années 1885-86, et on a perdu pour toujours ces joyaux de la couronne qui aujourd'hui seraient un revenu touristique. Imaginez 1 million de personnes qui donnent 10 € tous Bien les sûr. jours La Tour de Londres. à la Tour de Londres. Ah oui. Ça rapporterait des centaines de millions sur un siècle. On a perdu une chose formidable. La couronne de Napoléon III a servi de panier de basket au ministère des Finances pendant un certain nombre de mois entre le moment où les bijoux ont été... La vente a été décidée et le moment où elle a été fondue, parce qu'elle a été fondue pour surtout qu'on ne la garde pas. Donc vous voyez que cette stratégie de liquidation qui est celle qui est familiale aujourd'hui et que beaucoup de familles appliquent,
parce qu'il y en a qui vendent en cachette, hein, mais il y en a qui vont jusqu'à vendre les petites culottes pour surtout qu'il ne reste rien, comme disait le Faucon de Paris. Bon, c'est une stratégie que l'État lui-même appliquait avec notre patrimoine déjà au 19e Mais siècle. ça veut dire que les mauvaises actions Les ressorts psychologiques sont les mêmes. ne sont Et jamais très peu d'instructions. compensées. Très peu Ah, d'instructions. ouais, l'instruction, oui. À la mort de Luc, il faut le dire, je sais Luc pas, de Saint-Seine, donc, le une cousine dernier... de la famille m'a dit, vous savez, je ne sais ce que deviendra tout ça parce que, hélas, il y a très peu d'instructions. Elles ont reçu très peu d'instructions. Oui. Elle dit par une vieille dame très élégante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très poli de dire Il ça. faut non seulement aimer les Oui. beaux Non, mais objets, il faut mais il aussi, faut les connaître. Il faut bon. les connaître, absolument. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir Rappelez cette triste nouvelle. ramené à Villepreux. En épilogue. En épilogue, on peut espérer que cette belle maison va renaître. En tout cas, on peut Bah, il y a toujours plus rien dedans. continuer à aller dans la ferme Oui. templière que Luc de Saint-Seine avait aménagée pour que des gens comme Renaissance catholique, gens éminemment fréquentables, se rendent chaque année, se réunissent pour célébrer les plus grands écrivains du temps, comme au temps de la famille. Oui. Les signatures de livres, c'est une continuité. C'est une continuité de cette grande famille des Girardins, en réalité. Luc de Saint-Seine avait très bien compris qu'un salon du livre, là, Oui, était... vous voulez dire que quand on parle de la famille de Girardin, qui est une famille en effet concurrente des Bertin, Oui, c'est le même genre Non, oui, oui. de... non, Bertin, les Oui, Bertin. non, mais qui vous ont- avez, c'est Le intéressant, salon- c'est un hiatus intéressant parce que les Girardins, Delphine Gay, Madame de Girardin, Oui. c'est le même genre de gens, les grands créateurs de journaux. Absolument. D'ailleurs, c'est Monsieur de Girardin qui a un peu détrôné les Bertins. Son journal, c'est ça, La Presse, je crois, a détrôné un peu avec la publicité. Et puis, le si journal tous du les débat. grands écrivains ont été reçus à Oui. Villepreux, il était normal que cela C'est continue. vrai, c'est beau ce que vous dites, il y a une continuité littéraire. Il y a une Eh ben, très s'ils avaient belle les- continuité. S'ils avaient les copies de ces gens-là, peut-être que ça serait quand même encore une ponctuation plus intéressante. J'espère qu'ils auront comme vous dites, des photocopies de leur salon de famille. J'espère que votre peine va s'atténuer et en tout cas, nous gardons le souvenir de cette très belle maison. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique. Au revoir Maxime, au revoir Patrice Au revoir, Anne. Darras et vous revenez quand vous voulez avec un nouveau sujet. Hélas, un nouveau sujet.